Voilà, donc écoutez, on m'indique que je suis en ligne, donc on va pouvoir démarrer. Pour commencer, bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire sur le thème du télétravail et des bonnes pratiques en matière d'usage de technologie et de comportement posture managériale. Donc moi, je suis Christophe Amouroux, le président fondateur de 12 Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans l'expérience client et collaborateur pour les secteurs de la banque, de l'assurance et de la santé. Donc nous, notre métier au quotidien, c'est d'aider nos clients à utiliser au mieux les technologies, donc le digital au sens large, pour délivrer à leurs clients et à leurs collaborateurs la meilleure expérience possible. Alors, le télétravail, en fait, ne fait pas réellement partie de nos offres, mais c'est plutôt, en fait, pour nous, finalement, un usage du quotidien, puisque globalement, 50% de notre activité se fait à distance. Et donc, du coup, on s'est dit, dans le contexte actuel, que ça pouvait être intéressant de partager finalement ce savoir-faire avec avec d'autres entreprises et organisations qui sont peut-être un peu moins rompues à l'exercice du travail à distance que nous-mêmes. Donc sur le même sujet, on aura d'ailleurs l'occasion de vous présenter dans le cadre de webinars sur ce format-là, les prochains vendredis à la même heure, certaines thématiques, là encore, sur lesquelles on a un savoir-faire et qui nous semble particulièrement adapté au contexte. La première, en fait, ça sera sur le thème de l'optimisation, en fait, d'un rendez-vous commercial entre un conseiller et son client dans un contexte de travail à distance. Le second sujet, en fait, portera sur la communication. En fait, on a un savoir-faire sur le sujet dans le cadre de notre accompagnement du changement. On a développé des compétences sur la production de contenu. Et donc, on pense que c'est intéressant, là encore, dans le contexte actuel, de pouvoir bien communiquer vis-à-vis de vos clients, vos fournisseurs. Thème de cette série, en fait, concernera la capacité les bonnes pratiques en matière de gestion de flux. Vous êtes, j'imagine, un certain nombre d'entre vous confrontés justement à un flux beaucoup plus important que d'habitude, que ce soit en provenance de vos collaborateurs, de vos fournisseurs ou de vos clients. Donc là encore, nous verrons comment on peut, à partir de technologies, mais pas que, gérer cette partie-là. Et pour terminer en fin de cette série de webinars, en fait, nous nous intéresserons à la gamification, qui là encore est un sujet qu'on utilise nous dans le cadre de nos projets et qui nous semble intéressant finalement dans ce contexte qui n'est pas vraiment fun, en fait, d'y mettre un petit peu de fun parce que ça peut être un bon moyen. Donc voilà un peu pour le programme que nous vous proposons. Donc vous recevrez voilà un email en fait qui reprendra l'ensemble de ces webinaires et ça vous permettra, si vous êtes intéressé, de vous inscrire. Voilà, donc j'en ai fini pour mon introduction. On va passer rapidement à l'agenda. Nous allons commencer. Alors là, voilà, par une introduction en fait sur le sujet du télétravail, à la fois les difficultés, les opportunités, quelques éléments statistiques avec Pierre Rognon. Donc Pierre en fait qui est senior consultant chez 12 et spécialiste en fait sur la partie UX et design. Après quoi, en fait, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire regarder les différents usages, présenter, animer, maintenir le lien, préparer, animer, recueillir. À la fois, on vous donnera un peu un panorama des solutions et puis quelles sont nos pratiques à partager avec vous. Donc, ce sera là encore Pierre Rognon et puis Camille Berthelon, qui est consultante chez 12, spécialisée sur la partie change. Et puis, pour finir, en fait, on conclura sur l'ensemble et notamment sur finalement les bonnes attitudes et la bonne posture managériale, voilà, pour pouvoir exercer et travailler dans les meilleures conditions possibles autour de ces usages et de ces outils. Et c'est Jérémy Daclina, manager chez 12, qui prendra la parole. Et nous terminerons en fait par une séance de questions-réponses pour pouvoir, je l'espère, répondre à vos questions. Donc, à ce sujet d'ailleurs, vous voyez en haut à droite de votre écran, voilà, un onglet questions. Donc, en fait, au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Et en fin de séance,
en fait, Jérémy reprendra les questions et nous essaierons d'y répondre. Voilà, je vous remercie et je passe la parole maintenant à Pierre. Merci Christophe et bonjour à tous. Alors pour commencer, je tiens à vous dire que on va vous présenter des slides qui sont assez denses, donc on va les commenter mais de manière le plus simple possible et on vous enverra par la suite la présentation. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que c'est un petit peu dense, concentrez-vous sur la parole et tout se passera bien. Donc le télétravail, en résumé, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est une source de challenge, principalement en termes de collaboration, de communication. Il y a aussi une certaine solitude quand on est en télétravail généralement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de bénéfices. Des bénéfices au niveau de la flexibilité que l'on va avoir dans l'organisation, dans le lieu aussi où on va travailler. Et aussi quelques petites statistiques à propos de la France. Donc, avant le confinement, il y avait 5,2 millions de personnes qui pratiquaient le télétravail, c'est-à-dire un petit peu moins que dans les pays d'Europe du Nord. C'est une pratique qui est plutôt courante chez les cadres et qui, d'un coup, là, avec le confinement, se retrouve subitement étendue à une partie importante de la population française. Pour beaucoup de personnes, et y compris pour des cadres, c'est une pratique qui reste inédite et surtout à cette intensité. Je veux dire par là que généralement on va télétravailler un jour de temps en temps, mais là dans un contexte comme celui qui est le nôtre aujourd'hui, on le pratique tous les jours et du coup ça implique de changer nos habitudes, nos usages et aussi nos outils. Et c'est pour ça qu'on s'est dit chez 12 que ce serait intéressant de partager avec vous notre retour d'expérience sur le télétravail parce qu'on a des expériences notamment avec nos partenaires, nos clients, c'est des pratiques qu'on a qui sont assez courantes chez nous et on s'est dit que ce serait un bon moyen de vous recommander des outils adaptés selon différents cas d'usage et donc c'est pour ça qu'on a identifié ces différents usages. Le retour d'expérience qu'on va vous faire, il porte sur les outils qu'on connaît le mieux, mais bien sûr, il y a d'autres outils qui pourraient tout à fait être plus adaptés dans vos cas. Les exemples qu'on va donner, à chaque fois, c'est articulé par rapport à ce qu'on fait chez 12. Mais on essaiera de donner des éléments contextuels qui vous permettront ensuite de choisir entre une solution et une autre. Donc, on va commencer tout de suite avec la partie présenter et animer. Donc, c'est tout ce qui concerne les outils de vidéo, de webinar notamment. Donc, le premier, c'est Microsoft Teams. Microsoft Teams, on commence là avec l'une des plus indispensables des solutions. Microsoft Teams, c'est l'application par excellence de communication collaborative de Microsoft. Ça permet de répondre au challenge de la communication et aussi de la collaboration à distance. Alors Teams, il faut savoir que c'est un outil très très complet. Il intègre beaucoup de choses qui vont vous être utiles pour le travail à distance. Donc, de la vidéo, du partage d'écran, du chat, stockage de données dans le cloud, vos présentations, les documents Word, etc. Mais aussi tout type de documents. Et chaque espace de stockage est lié à un fil de discussion. Donc, ce qu'on a tendance à faire, nous, chez 12, c'est, on peut le voir sur la capture d'écran, c'est à faire pour chaque projet interne ou projet avec des clients, on va créer un espace sur Teams et on va mettre dedans les personnes concernées. Et du coup, ça nous permet de partager les bons documents avec les bonnes personnes. Ça facilite le travail de chacun et notamment toute la partie collaborative. Imaginons, par exemple, pour faire le document que je suis en train de vous présenter, on a été plusieurs à travailler dessus et on travaillait dessus en même temps. On communiquait généralement par Teams pour itérer dessus. Voilà, ça c'est quelque chose qui est une illustration de ce qu'on peut faire avec Teams. Donc Teams devient vraiment, on en tire tellement parti quand on le relie à Office 365, notamment la version premium,
parce que c'est elle qui va vous permettre de faire davantage de choses, et notamment toute cette partie collaborative dont je parlais. Donc, on l'utilise chez 12 à la fois pour les réunions en interne, avec nos clients, également les formations et maintenir le lien, comme on va le voir tout de suite après, parce que depuis le confinement, on a développé de nouveaux usages. On avait deux challenges principaux. C'était le fait de pérenniser la culture de 12, et le deuxième challenge, c'est de garder le lien entre les 12ers, chose qui est assez complexe puisqu'on a l'habitude de se voir, de se parler au bureau, et là, d'un coup, on était contraint au télétravail. Et notamment, il y a deux choses qui sont très importantes pour les 12ers. C'est les stand-up meetings du vendredi, je vais revenir dessus après, et également les apéros. Ça paraît tout bête, mais en fait, c'est deux choses qui sont très très importantes chez 12, parce que ça nous permet de nous retrouver, et il a fallu qu'on les remplace par des versions digitales. Donc, je vais commencer avec les stand-up meetings. En fait, stand-up meeting, c'est une réunion qu'on fait le vendredi, et le concept, il est simple, c'est 30 minutes où les associés nous font passer des messages. Donc, c'est pour nous parler de l'actualité de 12, nous donner des informations sur le confinement, sur les prochains événements, sur une session de questions-réponses. Donc, on verra aussi après, il y a un petit outil qui nous permet de faire le questions-réponses et de bien l'organiser. C'est Camille qui vous le présentera. Et bien là, en fait, avec le confinement, on a dû organiser ces sessions de stand-up meeting sur Teams. Donc, c'était un très, très bon stress test pour la plateforme, parce par exemple, vendredi dernier, on était connecté à environ 50 personnes, et on n'a pas eu de problème. Par contre, il faut mettre en place un certain nombre de règles sur lesquelles je reviendrai après, qui sont importantes pour que tout se passe bien. Le deuxième usage, c'était les apéros. En fait, on a l'habitude de se retrouver entre collègues, généralement le vendredi soir, et ça permet parce que tous les 12ers ne sont pas dans les mêmes bureaux, beaucoup sont chez des clients, et donc pour garder le lien, c'est très important de se retrouver de temps en temps et d'avoir l'occasion de discuter. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a une team apéro en fait chez 12, et elle s'est occupée d'organiser des apéros virtuels. Donc, on a fait, comme on peut pas faire ça à 50 dans le même groupe, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé des salles thématiques. Donc, il y en a une pour les discussions ouvertes, une pour des jeux, donc de blind test, et un autre jeu en équipe, c'est le loup-garou. Donc voilà, c'était un moment convivial qui était organisé par la team apéro, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était presque plus nombreux dans cet apéro de confinement que dans les apéros classiques. Et donc, ce que je tenais à vous dire aussi, c'est que pour que tout ça fonctionne au mieux, il faut mettre en place quelques règles. Et en fait, il faut en mettre davantage que pour des réunions physiques, pour des raisons évidentes. C'est que à distance, c'est plus compliqué généralement de s'organiser. Donc, ce qu'il faut retenir, ce serait déjà qu'il faut avoir un animateur, ou quelqu'un qui va diriger la réunion, être capable alors surtout pour le stand-up, où là on est vraiment beaucoup à être connecté, donc que chacun coupe son micro, qu'on s'écoute bien, demander avant de prendre la parole. Donc ça va être par exemple en écrivant sa question dans la partie chat, et ensuite un associé va soit donner la parole, soit répondre à la question. Ça peut être aussi de couper la caméra quand le débit est un peu trop faible. Bref, c'est des petites choses comme ça, c'est du bon sens, mais en fait, on se rend compte que c'est d'autant plus important dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui. Un autre outil qu'on a tendance à utiliser de plus en plus chez 12, pour la vidéo aussi. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus axé sur la visio. Vous en avez sans doute entendu parler dernièrement, c'est Zoom. Zoom, en fait, il est intéressant, mais nous, on l'utilise plutôt en complément de Teams, parce que Teams a plein de fonctionnalités qu'on utilise énormément, comme la collaboration sur les documents Office 365, alors que Zoom, c'est vraiment focalisé sur la vidéo.
Ça va intéresser des personnes qui vont être plutôt sur Slack, qu'on verra aussi après. Et Zoom, son gros point fort, pourquoi il séduit autant? C'est parce que il est très stable sur tout ce qui est communication, notamment lorsqu'on a une faible bande passante. Et on peut être jusque 100 personnes connectées dessus. Et en fait, chez 12, on l'utilise plutôt pour en complément de Teams, au cas où il y aurait des problèmes techniques. Ça peut arriver. Donc parfois, on a plusieurs outils en backup qu'on va garder, comme Zoom et aussi d'autres. Alors Zoom est surtout connu aux États-Unis. Il y a une véritable mode en ce moment autour de Zoom. Il y a aussi un mode webinar. On n'a pas eu l'occasion de le tester. Nous, en fait, là où ce qu'on va préférer utiliser pour les webinars, c'est la solution qu'on utilise aujourd'hui pour organiser ce webinaire, c'est Livestorm. Alors déjà, ils ont un petit avantage à nos yeux, c'est qu'ils sont français. Et surtout, l'énorme avantage par rapport à Zoom, qui est limité à une centaine de personnes, c'est que là, on peut potentiellement avoir jusque 1000 participants dans le webinar. Donc, c'est quand même une belle différence. Et surtout, Livestorm prend en main toute une partie, toute la partie organisationnelle. Il y a des sortes de petits assistants qui vont vous permettre, virtuels, qui vont vous permettre d'envoyer facilement les invitations, les relances, les notifications. Vous pouvez créer une petite page vitrine pour que les gens puissent s'inscrire et mettre aussi à disposition les vidéos en replay une fois que le webinaire est passé. Donc ça, c'est très, très pratique. Il y a aussi des fonctionnalités qui sont plutôt bienvenues, ça qui sont plus propres au webinar de manière générale, comme ce que vous allez pouvoir tester après d'ailleurs, donc la partie questions, sondages, chat. Donc ça, c'est très bien intégré, ça rend l'expérience du webinar fluide. Le léger bémol cependant de Livestorm, c'est son prix. En fonction du nombre de participants, ça peut coûter très très cher, ce qui n'est pas forcément le cas des autres solutions de webinar. Mais c'est le prix à payer pour la qualité. Et encore une fois, c'est une véritable performance technique de pouvoir avoir 1000 participants dans un webinar. Donc chez 12, notre usage de Livestorm, il est en plein boom. C'est une solution qu'on utilise depuis peu de temps, mais qui est en train de se développer à très très grande vitesse avec l'effet du confinement. Pourquoi? Parce que on avait l'habitude de recevoir chez 12 des invités pour différentes occasions sur lesquelles je vais revenir après. Et en fait, on doit le faire encore aujourd'hui, mais on a transformé ça pour que ce soit digitalisé. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, c'est aussi la formation des 12 heures. Donc, l'un des rendez-vous phares que l'on a très régulièrement chez 12, c'est ce qu'on appelle les Friday Pitch. Les Friday Pitch, c'est l'organisation d'événements où on reçoit des sociétés qui viennent nous présenter leurs produits, leurs services, viennent faire des démonstrations auprès des 12 heures, mais aussi de clients qu'on invite. Donc, c'est vraiment un espace d'échange qui est très important pour nous. Et avec le confinement, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de remplacer les Friday Pitch classiques par des versions digitalisées et disponibles sur Livestorm. Alors, on verra bien, peut-être qu'après le confinement, on continuera à les organiser sur Livestorm si on voit que ça marche. Pour vous dire que nous aussi, on est dans une démarche où on itère, on voit ce qui fonctionne, et puis on garde les bons éléments. Donc le Friday Pitch, très important, on le fait sur Livestorm. Autre point important, c'est pour tout ce qui tourne autour de la formation. On avait l'habitude jusqu'à présent de faire des formations, mais c'était toujours, quasiment toujours, en présentiel. Donc on faisait des petites réunions chez toi généralement le vendredi pour faire un petit cours sur du design par exemple, et ça facilitait énormément les choses de se voir. Là, on est en train de réfléchir à différents formats. Donc, par exemple, on utilise Teams pour les formations one-to-one, parce que c'est très pratique, ça s'y prête bien. Mais on pourrait tout à fait imaginer aussi, potentiellement ça pourrait être mis en place très très prochainement, des cours en groupe
organisé sur Livestorm. Parce que, là encore, lorsqu'on veut former beaucoup de personnes d'un coup, un outil comme Livestorm va très bien s'y prêter parce qu'on a ces possibilités pour poser ses questions, interagir, faire des sondages et avoir surtout le replay après, qu'on peut aussi avoir sur Teams, mais sur Livestorm, il y a des automatismes qui permettent de le mettre à disposition plus facilement. Et enfin, dernier usage, c'est pour la partie tout ce qui tourne autour des webinars. Donc ça peut être pour des présentations commerciales, des démonstrations de produits ou le webinar que nous sommes en train de faire. Donc voilà, ça c'est tout pour la partie vidéo et communication. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Camille. Et Camille va vous parler du maintien du lien avec les équipes et notamment d'un outil qu'on utilise beaucoup chez Twelve, qui est Workplace. Alors bonjour à tous, c'est vrai qu'en cette période de démocratisation en fait, du télétravail, chez Twelve, on s'est vraiment posé la question de comment maintenir le lien et comment maintenir en fait ce qu'on aime plus communément l'appeler l'esprit Twelve. Alors pour ça, on utilise beaucoup Workplace et WorkChat. Alors Workplace, c'est tout simplement le Facebook des entreprises. Ça a été créé d'ailleurs par les mêmes éditeurs, donc ce qui facilite grandement l'adoption, puisque si vous savez utiliser Facebook, vous n'aurez aucun mal à utiliser Workplace. Les interfaces sont très très similaires. Donc, ce qu'on aime particulièrement, c'est la fonction où on peut poster des actualités dans un feed général. Donc, ce sont les actualités qui concernent tous les Twelvers. Mais on peut également séparer les Twelvers en groupes. Donc, en groupe sur certaines thématiques, sur des typologies de missions. Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut au niveau des groupes et ça nous permet de pouvoir s'adresser à une audience plus réduite sans gêner les autres. Donc, avec la possibilité de partager des informations sur un fil d'actualité un peu plus restreint. La fonction chat également, donc avec WorkChat, qui est le messenger des entreprises. Et donc, avec des petites fonctionnalités qui viennent compléter ça, comme la visioconférence et le partage d'écran. Ce qu'on aime aussi particulièrement, c'est la fonction live, donc qui marche comme le live Facebook. Comme on a parlé un petit peu Pierre précédemment, normalement on a nos stand-up tous les vendredis, donc on a maintenu maintenant sur Teams, mais avant donc c'était bien en présentiel. Et ce qu'on faisait pour pouvoir faire participer les personnes en télétravail le vendredi, c'est qu'on filmait ces stand-up directement sur la plateforme Workplace, et donc ils étaient retransmis en direct. Les personnes pouvaient donc participer avec tout ce qui est les petits emojis, etc. Pour donner un peu d'interactivité et avoir la sensation qu'ils participaient vraiment au stand-up avec nous et poser des questions en temps réel. Et ce qui est pratique, c'est que quand on filme en live sur Workplace, on peut tout de suite publier la vidéo sur le feed général et ça permet aux personnes qui n'étaient pas forcément disponibles à l'heure du stand-up de pouvoir le rattraper plus tard quand ils auront le temps. Donc, il y a également la fonction événement qui est assez appréciable sur Workplace avec un calendrier général pour que personne ne rate les événements et la possibilité aussi d'envoyer des rappels pour que les personnes bookent la plage horaire dans leur agenda. Pour parler un petit peu plus précisément de WorkChat, donc comme je l'avais dit, c'est le messenger des entreprises. Chez Twelve, on utilisait beaucoup WhatsApp il y a quelques temps et on avait une vraie problématique de comment séparer la vie pro de la vie perso. C'est vrai que cette limite était assez sensible via ce canal, même si ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc tout le monde est passé sur WorkChat et cette solution en fait nous permet de non seulement séparer vie pro, vie perso, mais également de mieux gérer tout ce qui est notification. C'est-à-dire que sur WorkChat, il est très facile de pouvoir mettre en mute certains groupes pour ne pas être dérangé après une certaine heure ou par exemple pendant le week-end si on n'en a pas envie. Donc ça aussi, c'est assez appréciable. Ce qu'on a pu mettre en place également chez Twelve, Pierre, si tu peux changer de slide, s'il te plaît. Merci. Ce qu'on a pu mettre en place chez Twelve également, donc vous imaginez bien que l'utilisation de Workplace est de plus en plus intensifiée ces derniers temps. Donc c'est là que tous les associés postent les annonces importantes. Donc ils ont la possibilité de nous donner des informations très régulièrement sur les actualités primordiales, les actualités du confinement chez Twelve. Ils ont la possibilité de les épingler, c'est-à-dire de faire en sorte que cette annonce soit plus importante que les autres pour que personne ne passe à côté.
Également, des groupes se sont créés pour maintenir un petit peu notre cohésion et conserver les échanges au sein des 12 Donc, ça remplace un petit peu, en fait, finalement, nos pauses café entre nous, nos déj le midi. On a la possibilité de discuter sur des groupes un peu privilégiés, comme par exemple un groupe où on peut partager des recettes de cuisine spéciales confinement. Également des groupes plutôt pour les sportifs et des groupes un peu plus sérieux, évidemment, comme par exemple le groupe où on peut demander des formations spécifiques quand on a certains sujets qu'on voudrait approfondir, comme par exemple l'anglais, le design, etc. Et des filles où on peut mettre des tips et des bonnes pratiques sur certaines typologies de missions. Alors, c'est tout pour Workplace. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions. On a un deuxième outil également chez 12 qu'on utilise. Donc, Workplace, c'était plutôt pour un usage interne entre 12ers. Mais chez 12, on utilise également Slack comme outil de communication et de gestion de projet, en particulier avec nos équipes de Spoon de l'île Maurice, donc, qui est notre partenaire intégrateur Microsoft et Salesforce. Donc, vous imaginez bien que comme ils sont basés à l'île Maurice, on n'a malheureusement pas la possibilité d'aller les voir tous les jours. Donc, on profite en fait de Slack pour gérer les projets au quotidien avec eux. Donc, ce qui est particulièrement appréciable sur Slack, c'est qu'ils gèrent très très bien la fonction chaîne de discussion. Donc, où on peut discuter en fait en audience limitée pour avancer le plus rapidement possible sur des problématiques précises sur certains projets, avec la possibilité d'envoi automatique de reporting ou par exemple si on a ces stand-up tous les mardis matins, on peut envoyer automatiquement l'ordre du jour à tous les participants. Donc ça, c'est assez pratique. Également, la fonctionnalité de visioconférence qui est bien intégrée. Et la particularité de Slack, en fait, c'est que c'est un outil très simple à la base sur lequel on peut venir brancher plein d'outils différents pour déployer en fait ces usages. Donc, par exemple, sur Slack, on va pouvoir brancher un outil comme Zoom, l'outil que vous a présenté Pierre précédemment, pour bénéficier d'une visioconférence d'une très bonne qualité. Également, plein d'autres outils qui peuvent être branchés en fonction vraiment de vos besoins. Vous avez la possibilité de personnaliser de manière très poussée cette solution. N'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, on va passer donc au troisième usage présenté par Pierre. Merci Camille. Donc, on va passer maintenant à la partie préparer, animer, partager des contenus liés à un atelier. Pour ça, on a un outil vraiment phare, c'est Miro. Miro, on l'utilise depuis quelques années et il nous permet de faire énormément de choses et généralement, ça va être des choses visuelles, notamment des schémas. C'est l'outil idéal pour discuter d'un processus, itérer dessus, le peaufiner, prendre des décisions. Ça fonctionne comme un tableau blanc intelligent et en fait, on peut dessiner, faire des diagrammes, des organigrammes, on peut inclure tout type de médias, donc des images, des vidéos, des extraits de pages web ou même un iframe de page web, une version encapsulée d'une page web dedans. On peut intégrer aussi des post-it virtuels, des documents. Donc, je peux très bien faire un glisser-déplacer d'un document PowerPoint, par exemple, et l'intégrer directement sur mon tableau Miro. Et c'est un outil qui était initialement, tout est en temps réel, hein. Donc, on peut être connecté à 50 dessus, on voit le curseur de chacun se déplacer et les échanges peuvent être très fluides comme ça. Il y a aussi une petite partie vidéo qu'on peut inclure. On l'utilise pas nécessairement nous. Ce qu'on va faire plutôt, c'est utiliser Teams, par exemple, pour la vidéo ou Zoom et avoir un tableau Miro en plus, en parallèle. Donc c'est initialement un outil qui est fait pour des ateliers de design thinking, mais qui est applicable en fait à tous les ateliers à distance à peu près, surtout en période de confinement. On peut par exemple mettre un chronomètre pour limiter le temps passé sur un sujet. Il y a beaucoup d'intégrations aussi qui sont prévues avec des outils tierces. Et donc chez 12, on l'utilise, ça nous a permis vraiment d'améliorer notre réactivité en projet et de produire et communiquer des visuels plus rapidement. Donc les cas d'usage sont nombreux, ça peut être pour l'idéation, du brainstorming, la cartographie de processus, des planches de tendance, on peut facilement mettre plein d'images, donc pour des designers, c'est un outil qui est aussi intéressant. Tout comme ça peut être intéressant pour des
pour de la gestion de projet, notamment sur les projets de CRM. On a tendance à l'utiliser pour faire des user stories, les mettre faire aussi des backlogs de fonctionnalités. Donc voilà, c'est très très large et c'est on va dire un outil qui a la puissance qu'on va lui donner, enfin en fonction des usages qu'on aura envie de projeter dessus. C'est très flexible. Donc on utilise essentiellement Miro pour les phases de cadrage, surtout lorsqu'il va s'agir de faire de la recherche, de la définition, de faire des sessions d'idéation. Et l'un de mes usages favoris sur Miro, ça va être lorsqu'on va devoir concevoir une page. Par exemple, une page vitrine ou sur une page CRM, et on va devoir définir des sections. Donc là, en fait, Miro, ça va être parfait pour ça, parce qu'on va dessiner des formes, on va insérer du texte, faire une première version, ensuite on va tout sélectionner, faire un copier-coller juste à côté, faire quelques variations, on a une V2, et là on est tous en réunion sur Teams, et on peut très bien chacun voter sur les différentes sur l'exécution qui nous semble la mieux adaptée, et prendre des décisions de cette manière. Alors il y a quelques conseils que j'ai à vous donner si vous voulez utiliser Miro. Il y a un autre outil d'ailleurs qui est vraiment exactement le même, à vous de voir après si ça vous intéresse, on pourra en parler après, qui s'appelle Whimsical. C'est vraiment la même interface. Donc quelques conseils si vous voulez démarrer avec des outils ce type, des tableaux blancs intelligents. Ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir placé des éléments sur un tableau avant de démarrer un atelier, parce que ça peut prendre un petit peu de temps à mettre en place, et d'avoir au moins un canevas de base ou d'utiliser un template. Il y a énormément de templates, c'est un des gros points forts de Miro d'ailleurs. Beaucoup de modèles de documents qui sont adaptés à tous les usages. Donc il y en a pour la gestion de projet, pour la recherche UX, pour tout type de réunion. Vraiment, c'est très très large. Et en fait, c'est bien d'avoir ça pour démarrer, de pas démarrer de zéro à chaque fois. Ensuite, donc si vous avez aussi la possibilité de vous faire vos propres modèles d'avance pour tout type de réunion, c'est encore mieux. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est d'écrire les noms des intervenants sur des post-it de couleurs. Chacun aura une couleur différente, et ça, en fait, ça peut être très pratique pour retrouver après qui a parlé de quoi, à quel moment. Sinon, ça peut être un peu galère. Donc, c'est bien de préparer même un petit board sur lequel tout le monde va arriver en se connectant sur l'outil, avec quelques explications qui sont données. Après, comme sur Teams, c'est important d'avoir un animateur, quelqu'un qui va guider les échanges. Il ne faut pas hésiter aussi pendant une réunion à faire des pauses pour regrouper les idées par grandes thématiques. Surtout quand on colle plein de post-it dans tous les sens, il y a un moment où ça devient juste illisible. Donc c'est bien de faire des sections pour bien englober tout ça. Et ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est d'écrire un maximum de consignes directement sur le tableau avant chaque activité, et de aussi mettre des numéros et des flèches pour bien guider dans quel ordre on va faire telle ou telle activité. Parce que si on donne pas ces indications, ce qui va se passer, c'est que les gens arrivent sur le tableau, ils savent pas quoi regarder en premier, et du coup, ils vont être un peu perdus. Et surtout quand on n'est déjà pas habitué à utiliser un outil de ce type, on a à la fois l'adoption de l'outil en soi qui peut poser problème, plus et même s'il est intuitif. Et en plus, ensuite, on est perdu par la structuration des informations qui nous sont présentées. Donc, c'est très important de bien cadrer tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de cadre, on peut, dans Miro, dessiner des cadres qui seront dans lesquels on va placer nos activités. Ensuite, ces cadres, on peut les exporter. Alors ça peut être hyper utile parce que vous allez pouvoir donc dessiner un cadre, par exemple, dans lequel vous allez avoir libre cours à votre réflexion, et ensuite vous pourrez exporter ce cadre sous la forme d'un visuel. Donc ça peut être une image en PNG, en SVG, en PDF, et suite à une réunion, ça peut être intéressant
d'exporter ces visuels et de les envoyer, de les communiquer aux équipes concernées. Donc Miro, très utilisé, et ensuite un autre outil qui est là mais cher en tant que designer, c'est Figma. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de sourire derrière leur ordinateur en entendant parler de Figma. En fait, Figma, on va l'utiliser surtout pour tout ce qui est prototypage. Donc, c'est généralement sur des projets où on est un peu plus avancé, on a besoin de partager un prototype avec des clients, par exemple, et d'itérer dessus. Ça peut être, on l'utilise beaucoup aussi en hackathon, parce que dans les hackathons, il faut produire très vite. Et notamment, on a fait plusieurs dernièrement, souvent avec des Power Apps. Donc, c'est une technologie de Microsoft qui permet de créer des applications très rapidement. Et donc, parfois, on fait des applications donc en une journée. Donc, généralement, ça reste des applications relativement simples, mais il y a toute une partie design qu'il faut avoir maîtrisé. Et pour ça, en fait, sans Figma, on pourrait pas. Pourquoi? Parce que avec Figma, on a un outil de design qui est collaboratif. Donc, même principe qu'avec Miro. Tout le monde peut se connecter en même temps sur le board. On peut être jusque 50 dessus. Et on voit les curseurs en temps réel. Et on va pouvoir avoir différents métiers qui interviennent sur le même board. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un en réunion qui est en train de valider avec le client un prototype ou un morceau de prototype. Une personne qui va s'occuper de l'expérience utilisateur et des éléments purement design, et en parallèle, un développeur qui va intervenir pour contrôler, mesurer, prendre des mesures qui vont lui permettre de prendre le design et de le mettre ensuite sur un outil de développement. Ils vont aussi pouvoir exporter tout ce qui est ressources visuelles, les icônes, prendre exactement les codes, les couleurs surtout. Donc voilà, c'est un outil qui est très puissant, qui est initialement pour tout ce qui tourne autour de l'expérience utilisateur et du design d'interface. Par contre, on l'utilise aussi chez 12 à d'autres niveaux. Par exemple, parce que c'est un outil qui est gratuit en majeure partie, donc c'est très et surtout cross-platform. C'est ça l'un des principaux avantages de Miro, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à peu de temps, les principaux leaders du marché, c'était Sketch en gros, pour du design vectoriel. Et Figma, en fait, est cross-platform. Donc, on peut l'utiliser sur un PC, sur un Mac, sur une version web. On peut avoir aussi des applications de bureau. Et donc, ça a un énorme avantage pour pouvoir l'utiliser au sein d'une équipe. Et chez 12, on l'utilise pas mal pour faire des infographies, pour faire des quick cards, et un peu tout type de visuel. Parce que, comme je disais, c'est un outil de design vectoriel. Vectoriel, ça veut dire que derrière, c'est pas, quand on va zoomer, ça va pas pixeliser. C'est des formules mathématiques qui vont gérer les formes, et du coup, c'est l'équivalent d'un illustrateur, par exemple. Donc, Figma, très utilisé pour tout ce qui est prototypage, et c'est un autre outil qu'on vous recommande. Et je vais repasser maintenant la parole à Camille qui va clôturer la partie outils avec tout ce qui est recueil de feedback et des avis collaborateurs. Alors oui, on va passer tout de suite sur nos deux derniers outils. Donc pour recueillir le feedback des collaborateurs. Donc Bloom at Work, en fait, c'est notre de recueil du ressenti officiel. Donc via un questionnaire très rapide, on peut rapidement prendre le pouls en fait des équipes, voir comment elles se sentent sur leur mission et également chez 12. Donc ces petits questionnaires, en fait, ils sont édités par des administrateurs, qui est une petite équipe chez 12 chargée du bien-être au travail. Et ce qui est plutôt sympa, en fait, sur cette solution, c'est qu'il y a tout un accompagnement, en fait, dans l'édition de ces formulaires. C'est-à-dire qu'ils sont totalement personnalisables, mais on a l'accès aussi à une banque de questions qui peuvent nous aider, nous donner des idées sur et nous donner aussi des bonnes pratiques sur quelles questions poser à telle période, par exemple.
Ce questionnaire, une fois qu'il est édité, donc il est envoyé de manière générale, normalement 2 fois par mois aux 12 si je me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger. Donc c'est pas du tout intrusif, hein, c'est envoyé directement par mail. Donc on a la possibilité de le faire quand on a le temps, ça nous prend très peu de temps, c'est uniquement quelques questions. Ensuite, les feedbacks qui sont collectés de manière anonyme, donc ça permet vraiment à chacun de pouvoir donner son ressenti librement. Et les données sont ensuite compilées dans un tableau de bord. Donc ce tableau de bord, il nous permet d'avoir une vision synthétique et globale du ressenti de tous les 12ers. Mais on peut également découper cette population par type de mission et on peut voir donc le ressenti par mission. Donc ça permet en fait aux managers de pouvoir s'adapter en regardant les résultats. La bonne pratique vraiment qu'on a mis en place chez 12 très régulièrement, c'est de communiquer sur ces résultats. C'est-à-dire que régulièrement, en stand-up, on va dire quels sont nos points forts, mais également on va montrer les points faibles sur lesquels il faut travailler et on va pouvoir donc réfléchir ensemble pour mettre en place des solutions très concrètes pour pallier justement à ces petites faiblesses que le questionnaire a pu mettre en valeur. Donc, ce qu'on aime beaucoup également chez 12, c'est qu'à la fin de chaque formulaire, on a la possibilité d'envoyer ce qu'on appelle un Bloom. Un Bloom, c'est tout simplement un petit message destiné à un collègue. Donc, ce message, il est précieux parce qu'on n'en a qu'un par personne et par questionnaire. Et ça permet de mettre en avant un collaborateur en le félicitant, en l'encourageant ou en le remerciant parce qu'il nous a tout simplement filé un coup de main. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très appréciable chez 12. Et également la possibilité d'avoir accès à des tips et bonnes pratiques poussées directement par Bloom à la fin de chaque formulaire. Donc, c'est un petit PDF qu'on peut exporter d'ailleurs sur, par exemple, ces derniers temps, on a eu comment améliorer nos méthodes de communication, comment mieux manager son équipe, comment gérer une situation de crise. Donc, voilà, c'est des petits tips assez digestes qui peuvent être lus très rapidement. Si on parle un peu de ce qu'on a pu mettre en place chez 12, donc depuis cette période de confinement, donc maintenant qu'on ne peut plus forcément avoir le ressenti tous les jours des collaborateurs en temps réel, les managers ont décidé de nous envoyer ce questionnaire une fois par semaine pour assurer un suivi plus régulier des 12ers et surtout s'assurer que tout le monde aille bien. Et donc, on a pu voir évoluer un petit peu le questionnaire avec des questions plus précises sur la situation actuelle. Par exemple, comment on se sent par rapport à la crise du Covid-19, comment on se sent sur notre mission, est-ce que notre mission est bien adaptée au télétravail. Voilà, donc tous ces feedbacks qui vont pouvoir être collectés et analysés. On a un taux de résultats plutôt pas mal puisque les 3/4 des 12ers répondent au questionnaire. Donc, c'est quelque chose qui est quand même fait par la majorité. Voilà, ça permet de mettre en avant la voix des 12ers, ce qui est très important chez 12, et aussi travailler sur nos axes d'amélioration. Si on passe maintenant au dernier outil, donc qui est Toguna. Voilà, Toguna, c'est tout simplement notre outil qui permet aux collaborateurs de proposer des idées, donc de brainstormer de manière anonyme. Donc, c'est un outil qui se prête tout à fait à des ateliers de créativité ou à la co-construction. Donc, ça fonctionne de la manière suivante. En fait, un administrateur va créer ce qu'on appelle une Toguna. Donc, une Toguna, c'est un groupe sur un thème donné. Et donc, les 12ers vont pouvoir aller sur cette Toguna, proposer des idées sur ce thème spécifique et également voter pour les idées qu'ils préfèrent. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, donc, ces idées, elles vont être rankées et on va pouvoir voir quelles idées a été le plus appréciées par chacun. Donc, cette application, en fait, elle est notamment utilisée pour nos stand-up, où un stand-up sur deux, on ouvre une Toguna pour demander aux 12ers quel genre de sujet ils veulent que soit abordé au stand-up. Donc, on aborde généralement les 3 premières questions qui sont posées sur la Toguna, donc qui ont été le plus votées par les 12ers. Si on passe à la slide suivante. Merci Pierre. On a pu donc s'adapter un petit peu à cette période de confinement en proposant une Toguna dédiée sur comment maintenir du lien dans les équipes, comment maintenir une cohésion. Donc on a ouvert cette Toguna il y a 2 semaines maintenant.
Et donc, il y a des idées plutôt sympas donc, qui sont apparues et qui ont été votées plusieurs fois, comme par exemple l'idée de faire des apéros avec des défis et des jeux de société. Également créer une chronique un jour un 12-heures. Donc, c'est suivre le quotidien d'un 12-heures en confinement. C'est une idée qui a également été proposée. Faire des cafés le matin, voilà, pour garder un petit peu nos bonnes habitudes, et également des séances de sport en visio. Donc, toutes ces idées-là, en fait, elles ont été mises en avant grâce à Toguna et grâce à voilà, cette possibilité un peu de donner son avis et ses idées librement en fonction d'un thème donné. On a fini maintenant pour tous ces outils, donc on va passer à la conclusion par Jérémy. Super, merci Camille, merci Pierre pour cette présentation des outils et de leurs usages. Donc l'idée c'était évidemment de vous montrer un petit peu au-delà en fait des outils, comment on vit cette période un petit peu spéciale, et justement tous ces outils prennent encore plus de sens. Je vais tenter en fait de vous livrer peu 4 conseils pour bien démarrer en fait toute la partie du télétravail. Je dirais en fait que ces conseils sont en particulier adressés en fait à des fonctions managériales. Donc la première, c'est que le télétravail a un changement pour les collaborateurs. Donc faut pas sous-estimer que construire une culture de télétravail, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc il faut accepter que on a vécu une situation exceptionnelle qui a provoqué une généralisation de cette pratique en des temps records. Donc voilà, il faut être indulgent parce que nous ne sommes pas si nombreux finalement à avoir fait du télétravail tous les jours pendant plusieurs mois et en plus sans pouvoir sortir. Donc voilà, nous allons être vraiment dans une période expérimentale et apprendre beaucoup finalement de tous ces outils et de tous les usages qu'on peut en faire. Chez 12, pour justement accompagner dans le changement les collaborateurs, on s'appuie sur un dispositif de coach qui était déjà mis en place il y a plusieurs mois, qui permet justement d'être à l'écoute des collaborateurs et aussi de leur apporter des réponses face à leurs difficultés, des difficultés qu'ils peuvent connaître dans le cadre du télétravail ou de la période que nous sommes en train de vivre, qui est une période avec quand même pas mal d'incertitudes. On a aussi activé une communication interne du télétravail pour mettre en avant donc un petit peu tout ce qui vient de vous être présenté, donc les usages, enfin, quel usage pour quel outil, et aussi les différentes règles associées. Donc Pierre a pu en parler. Donc en termes de bonnes pratiques, par exemple, de pouvoir se mettre en mute dans une visio quand on ne parle pas forcément. Quelquefois aussi mettre la webcam, l'activer si le réseau le permet, pour plus d'engagement dans certains rendez-vous. Le deuxième conseil que nous pouvons vous donner, c'est de revoir et d'adapter le fonctionnement collectif et la façon de manager. On va être sur du management à distance, donc je dirais que la confiance est évidemment le maître mot, et le manager va avoir un rôle à jouer qui est fondamental. Il va falloir changer sa façon de piloter ses équipes et beaucoup plus s'attarder sur les objectifs et sur l'atteinte de ces objectifs plutôt que sur le suivi de micro-tâches et d'activités. Et il va falloir également donner les moyens finalement à ces équipes d'avancer en autonomie, donc donner le maximum en fait de détails sur ce qu'il y a à faire et comment atteindre cet objectif-là. Donc ça va demander donc des moments d'échange et de dialogue. Donc c'est des choses qu'il faut prévoir et organiser de manière régulière. Donc j'ai tendance moi de mon côté à en faire au minimum 2 fois par semaine, et en fonction finalement de la seniorité des équipes et du type de mission, de le faire de manière plus ou moins fréquente. Le troisième point qui est important pour nous, c'est d'inciter les équipes à prendre des pauses et à se déconnecter. Donc, faut pas sous-estimer le côté déjà anxiogène de la période et le fait que de faire plusieurs visios d'affilée, ça peut fatiguer l'esprit, pardon. Donc, ne pas hésiter en fait à s'aérer l'esprit entre deux visios et à faire des pauses d'au moins 5 minutes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, on incite vraiment nos équipes à le faire. Et la deuxième chose, c'est mettre en fait des temps de déconnexion. Donc accepter que dans la journée, en fait, les collaborateurs puissent se déconnecter. On a des outils aussi qui sont assez intelligents et qui permettent de le faire. Donc c'est le cas par exemple de Workplace, où on peut paramétrer en fait
la désactivation des notifications. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui permet de respecter aussi ce côté vie pro, vie perso, puisque en télétravail à la maison, on a finalement la vie perso qui empiète un peu sur le pro et l'inverse est également vrai. Et puis le dernier point que je voulais vous partager et qui est très important chez nous, 12, on avait beaucoup de moments de convivialité finalement chez 12 et c'était très important pour nous de les garder, de les maintenir. Ça permet d'avoir, de conserver finalement le lien avec ses équipes et puis ça participe évidemment à l'engagement. Donc on a pu en parler, donc on organise en fait des apéros virtuels. Le dernier a eu énormément de succès et on fait aussi des cafés virtuels le matin ou en journée. Donc c'est des moments conviviaux où on n'est pas forcément obligé de parler que du professionnel et qui permettent de maintenir aussi un lien avec les équipes. On a certaines personnes par exemple qui sont seules, donc ça évite finalement l'isolement social. Voilà. Donc évidemment, ces conseils ne sont pas exhaustifs, hein, il y en a plein d'autres, mais c'est ceux-ci que je voulais mettre en avant, puisque nous les mettons en place chez 12 Consulting, et puis je pense que c'est une bonne façon de bien démarrer le télétravail, et notamment dans la période inédite que nous vivons actuellement. Donc on va passer, il est 53, donc on a un petit peu débordé, on va passer aux questions et aux réponses. Alors, donc je vais revoir un petit peu le fil au niveau des questions. Donc il y a une question sur Bloom at Work pour savoir est-ce qu'on peut reformuler et changer la formulation des questions. Ouais, alors toutes les questions sont modifiables. Enfin, on a une banque de questions au cas où on manque un petit peu d'inspiration, où on veut piocher des idées, mais on a la possibilité de poser des questions totalement personnalisées aussi. D'ailleurs, il y a deux types de questions, des questions type QCM, où donc ce sont des réponses fermées, et la possibilité aussi de donner la parole un peu à l'utilisateur et poser des questions ouvertes. Ok, merci Camille. On a une question sur Teams. Je pense que c'est plus pour toi, Pierre. Est-ce qu'on peut forcer en fait le mute des participants ou par défaut en fait faire en sorte qu'il y ait un animateur et tout le reste en fait des participants soient en mute? Est-ce que tu sais? Je l'ai pas testé, mais je crois que c'est possible, ouais. Ok. En tout cas, pour cette fonctionnalité un petit peu d'avoir toutes les personnes en mute et vraiment une notion d'animateur, nous, chez toi, on utilise Livestorm où on donne la parole et on met sur scène en fait des personnes comme c'est le cas actuellement. Et tout le reste des participants en fait peuvent interagir à travers le chat. Une autre question sur Miro. Est-ce que c'est possible de simuler un tableau blanc? Oui, en fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on ferait avec un tableau blanc. Donc, si on veut dessiner des formes, par exemple, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il y a une déclinaison de Miro sur les écrans Microsoft Surface. C'est une application Miro qu'on peut installer dessus. Et à ce moment-là, c'est à proprement parler un tableau blanc. Sinon, en fait, ce qui va se passer généralement quand on l'utilise notamment en présentiel, c'est qu'on va projeter Miro via un vidéoprojecteur ou un grand écran, et puis les participants vont se connecter dessus soit depuis leur propre ordinateur, soit avec leur téléphone. Il y a aussi des versions mobiles. Et à ce moment-là, on va leur donner alors, ils peuvent tout faire avec un mobile, mais généralement, ce qu'on va faire, c'est donner des usages simples, du type écrire un post-it. Et en fait, on va avoir un animateur qui, lui, a le contrôle a l'habitude d'utiliser l'outil et va bien repositionner tous les éléments au fur et à mesure, notamment ce que je disais tout à l'heure sur le fait de trier les idées, les regrouper par grande thématique. Donc c'est vraiment comme un tableau blanc et c'est même mieux en fait. Ok, il y a une question sur Workchat. Est-ce que c'est gratuit? Donc ça, j'y réponds très rapidement. En fait, il y a une version gratuite de Workchat, mais qui est limitée. Alors, il faut aller sur le site pour voir un petit peu les différents abonnements proposés.
en gros, de souvenirs, tout ce qui est création de groupe, le stockage, etc., c'est limité sur la version gratuite. Et après, sinon, il y a un système d'abonnement qui est par utilisateur et par mois. Une autre question sur les fonctions d'organisation de webinars et de questions-réponses sur Zoom. Est-ce que ça existe? Oui, alors sur Zoom, il y a des fonctionnalités de programmation automatique de réunion. On peut aussi faire des rooms. Par exemple, ça c'est énormément utilisé. Du coup, pour préparer ce webinaire, j'ai lu pas mal de documents communiqués par des startups et en fait américaines qui utilisent beaucoup Zoom, généralement avec Slack. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des rooms qui sont ouvertes en permanence. Et ils appellent ça par exemple machine à café et les gens peuvent se retrouver dessus ou alors on a la possibilité de faire des réunions programmées. Donc on pourrait très bien avoir un stand-up meeting programmé toutes les semaines à une certaine heure et donc l'ouverture de la room se fait automatiquement. Chaque utilisateur aussi a sa propre room, donc il peut communiquer sa room comme on communique un numéro de téléphone. Et s'il est connecté sur Zoom et quelqu'un a envie d'aller lui parler, à ce moment-là, il va pouvoir s'adresser à lui directement en entrant sur sa room. Donc ça, c'est tout à fait possible. On peut imaginer ce dispositif aussi pour un support utilisateur. Ça peut être parfaitement adapté. Et il y a des fonctionnalités de webinar. Alors, j'ai eu l'occasion de les tester, mais plutôt en tant que spectateur dernièrement. Et c'est hyper fluide. En fait, il y a des petites subtilités sur Zoom qui rendent l'expérience aussi intéressante, qui sont pas les mêmes que sur Livestorm. C'est par exemple le fait de pouvoir mettre un fond d'écran. Donc l'application va automatiquement mettre détecter ce qui est au premier plan et au second plan. Et donc on peut très bien simuler par exemple un plateau télé où alors c'est pas non plus parfait, hein, mais ça fonctionnera quand même plutôt pas mal. Moi, il m'a fallu quelques minutes avant de me rendre compte qu'en fait la personne était chez elle et n'était pas dans une scène qui comme celle qu'on aurait sur un plateau télé. Donc ouais, il y a des fonctionnalités de webinaire qui sont plutôt bienvenues. Par contre, c'est quand même un petit peu limité en termes de nombre de participants. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, la vidéo est très stable, vraiment très très stable avec 50 participants. On peut monter, je crois, jusqu'à 100. Par contre, je suis pas sûr que ce soit aussi performant que Livestorm si on souhaite monter plus haut. Mais Zoom, l'équipe est hyper active et je pense qu'ils vont développer une fonctionnalité là-dessus. Il est 11h, on prend une dernière question. Il y a une question en fait sur un peu le positionnement de Workplace et de Yammer et de savoir est-ce qu'ils sont concurrents. Donc ça très rapidement en fait oui c'est le positionnement entre Yammer et Workplace, ce sont en fait des plateformes de réseaux sociaux d'entreprise en fait. Et Workplace, on bénéficie beaucoup de l'expérience utilisateur proposée par Facebook, ce qui permet d'accélérer, de faciliter toute la partie adoption. Et en plus de ça, ils ont en effet développé des fonctionnalités en plus que Camille a pu mettre en avant à travers sa présentation. Donc nous, en tout cas, on a privilégié Workplace pour des raisons de change management et parce que tout de suite, ça a été adopté par les équipes. Et aussi, on avait plus de possibilités, plus de fonctionnalités proposées par cette plateforme. Voilà. Il est 11h, donc on va clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous les participants. Vous allez recevoir juste à la fin, en fait, une fois que le webinaire sera terminé, un email avec le replay. Et nous vous enverrons également les slides qui vous ont été présentés avec tout le détail des différentes plateformes. Voilà. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.